Bienvenue dans cette nouvelle édition du Non-Stop Info. Voici les titres. Nouveau coup dur pour Joyce Mujuru. Après avoir été limogée de son poste au gouvernement, l'ancienne vice-présidente du Zimbabwe a été évincée de la ZANU-PF. Elle est accusée d'avoir comploté en vue de destituer le président Robert Mugabe. L'accusation d'un complot par Thabo Mbeki contre le président Jacob Zuma dans l'affaire de l'Arms Deal ressurgit en Afrique du Sud. Des enregistrements réalisés par les services secrets seraient à l'origine de ce rebondissement. Et puis le Sahara signe son grand retour en Côte d'Ivoire après 16 années d'interruption. Jusqu'au 12 avril, le public est invité à découvrir toutes les facettes de l'agriculture ivoirienne, un moyen pour les autorités de relancer ce secteur. En République démocratique du Congo, la force de résistance patriotique de l'Ituri fait de nouveau parler d'elle depuis quelques semaines. Des exactions attribuées à ce groupe de miliciens se multiplient dans la région. Des cas de pillage, enlèvement et de viol ont été reportés par les populations. Des témoignages qui laissent entendre que le FRPI n'a pas perdu sa capacité de nuisance malgré l'arrestation de son leader Cobra Matata en janvier 2015 par les autorités congolaises. Joyce Mujuru exclue du parti au pouvoir, la ZANU-PF. L'ancienne vice-présidente du Zimbabwe limogée en décembre dernier est accusée de complot en vue de destituer le chef de l'État, Robert Mugabe. L'annonce de son éviction a été faite vendredi dernier par la direction de la formation politique. Les détails avec Aminata Diak. C'est effectif, l'ancienne vice-présidente zimbabwéenne Joyce Mujuru, limogée par le président Robert Mugabe, a été exclue de la ZANU-PF, le parti au pouvoir. Accusée de corruption et de complot contre le chef de l'État, ce dernier l'avait publiquement désavoué en décembre 2014 devant les délégués du parti. Joyce Mujuru est l'une des figures emblématiques de la ZANU-PF. Elle a été longtemps considérée comme probable héritière de Robert Mugabe. Joyce Mujuru, elle fait partie de la ZANU-PF, elle est dans la lutte depuis les années 70. Elle a rejoint la ZANU-PF relativement jeune. Elle a participé à la guerre de libération. Elle était dans les cabinets ministériels au moment de l'indépendance. Elle a occupé un certain nombre de fonctions gouvernementales jusqu'à être vice-présidente. Donc là, son exclusion montre bien, je pense, qu'il y a une volonté de la part de Mugabe d'éviter que le pouvoir ne soit repris par des personnalités qui auraient, entre guillemets, évolué avec lui. Pour l'historien, Joyce Mujuru pourrait être victime d'une disgrâce au profit d'une succession dynastique. En effet, la première dame, Grace Mugabe, qui dirige la direction de la puissante Ligue féminine de la ZANU-PF, nourrit également l'ambition de diriger le Zimbabwe, allant jusqu'à se mettre en campagne contre l'ancienne vice-présidente. Il ne faut pas oublier que Joyce Mujuru a été virée parce qu'elle était accusée de corruption, de complot d'assassinat. Donc on rentre un peu dans cette dynamique du complot qui permet à des régimes comme celui de Mugabe d'écarter des personnes qui seraient susceptibles de leur succéder. Après, le cas est quand même assez particulier parce que dans d'autres cas, ce sont souvent des successions un peu dynastiques. On met en avant le fils ou la fille. Et là, Joyce Mujuru est très clairement mise de côté. Et je crois que la première dame du Zimbabwe a aussi joué un rôle dans le fait que Mujuru a été écartée. Donc, je pense qu'il y a beaucoup d'éléments dont on n'a pas nécessairement tous les tenants et les aboutissants. La ZANU-PF connaît des divisions depuis plusieurs années. Ces dissensions avaient affecté le parti arrivé en deuxième place au premier tour de la présidentielle en 2008. À 4 ans des prochaines échéances et aux avis de plusieurs spécialistes concernant la capacité de Robert Mugabe à se représenter à la présidentielle, les tensions risquent de coûter cher à la formation politique. Coup de théâtre au Burundi. Le gouvernement vient de remercier l'ambassadeur Boubacar Diarra, représentant spécial de l'Union africaine pour le Burundi et pour la région des Grands Lacs qui avait son siège à Bujumbura depuis fin 2012. Le pouvoir burundais reprocherait à ce dernier son ralliement aux pays occidentaux sur la question d'un troisième mandat pour le président Pierre Nkurunziza, une thèse que dément le ministre burundais des Relations extérieures qui lui évoque des raisons strictement professionnelles.
Thabo Mbeki, de nouveau au cœur de la tourmente. L'ancien président sud-africain est de nouveau accusé d'avoir comploté pour empêcher le président Jacob Zuma d'accéder à la présidence de l'ANC en 2007 en le mettant en cause dans l'affaire de l'Arms Deal. Et cette fois-ci, c'est le parquet qui mène la charge en s'appuyant notamment sur des enregistrements réalisés par les services secrets. Explication avec Aminata Diak. En Afrique du Sud, la justice exhume l'affaire dite de l'Arms Deal, une affaire de corruption relative à la signature en 1999 par le gouvernement du plus gros contrat d'armement depuis l'apartheid et dont le chef de l'État actuel Jacob Zuma a été mis en cause. Cette fois-ci, l'autorité nationale des poursuites semble avoir démantelé une affaire montée de toutes pièces. L'ancien président sud-africain Thabo Mbeki est de nouveau accusé d'avoir comploté pour empêcher Jacob Zuma d'accéder à la présidence de l'ANC en 2007 en l'incriminant dans cette affaire. Un rapport de 153 pages rendu public ce jeudi 2 avril et plusieurs enregistrements réalisés par les services secrets constituent des éléments de preuve accablants selon le parquet. Thabo Mbeki et Jacob Zuma ne se sont jamais portés l'un dans le cœur de l'autre parce qu'il y a là deux types de légitimité qui est en question par rapport à l'ANC. La légitimité, j'allais dire, de l'intérieur, de quelqu'un qui s'est fait lui-même et puis qui a fait la prison pour l'ANC, Jacob Zuma, qui est très proche du peuple, et Thabo Mbeki, la légitimité technique, intellectuelle de l'ANC, combat à l'extérieur. Pour l'analyste politique, cette lutte au sein du parti présidentiel pourrait encore durer puisque chaque camp voudrait que sa vision soit incarnée par la formation politique. Thabo Mbeki, lui, il avait une autre vision justement du dirigeant de l'ANC qui se caractérise par la vertu, par des valeurs et qui incarne effectivement l'esprit de la réconciliation, du développement de l'Afrique du Sud. Et à partir de là, il avait tout fait pour que déjà Jacob Zuma ne lui succède pas. Alors comment ça va se terminer? L'enjeu en réalité c'est celui du renouvellement de l'ANC et puis du futur ou des futurs dirigeants de l'ANC. C'est ça le véritable enjeu. Quelle aile va gagner, ça on ne saurait le dire maintenant. Selon le rapport du parquet sud-africain, la justice aurait été utilisée comme un instrument politique par Thabo Mbeki et ses proches pour stopper la carrière politique de Jacob Zuma en 2007. En 2009, des enregistrements espions avaient permis à Jacob Zuma d'être blanchi par la justice. L'ancien président pourrait engager d'éventuelles poursuites. Dans l'actualité également, annulation du sommet extraordinaire CEDEAO-CEAC contre Boko Haram. Des chefs d'État d'Afrique de l'Ouest et leurs homologues d'Afrique centrale devaient se réunir à Malabo, en Guinée équatoriale, pour définir une stratégie commune de lutte contre le groupe islamiste nigérian. La rencontre initialement prévue ce 8 avril a été annulée par un communiqué de la CEDEAO. On ignore pour l'instant s'il s'agit d'une annulation définitive ou d'un simple report. La 3e édition du Sahara bat son plein en Côte d'Ivoire. Cet événement, qui se déroule dans un contexte de stabilité, vise à offrir une plateforme de rencontres et d'échanges sur les opportunités d'investissement dans le secteur agricole ivoirien. Près de 500 000 visiteurs y sont attendus. Reportage d'Olivier Conan, notre correspondant à Abidjan. Promotion de l'investissement agricole durable, c'est le thème général du Salon international de l'agriculture et des ressources animales d'Abidjan, Sahara 2015, qui a ouvert ses portes ici au parc des expositions situé près de l'aéroport Félix Houphouët-Boigny dans la commune de Port-Boué. Pendant 2 semaines, les acteurs du monde agricole vont montrer au public les performances et les perspectives de l'agriculture ivoirienne. La Côte d'Ivoire est premier producteur mondial de cacao avec 1,7 million de tonnes, premier exportateur mondial de noix de cajou avec une production de 550 000 tonnes en 2014. Et le pays est premier producteur africain de caoutchouc. Désormais, la Côte d'Ivoire veut passer à la transformation pour capter la valeur ajoutée. Il ne faudrait plus produire et avoir des denrées périssables, il faut passer à une autre phase. Nous avons toute une chaîne de valeur qu'il faut mettre en avant. Et nous, à notre niveau, nous encourageons véritablement les femmes, surtout les femmes qui font le vivrier, à passer à la transformation. Nous avons eu le piment qui était transformé, était bien conditionné. Nous avons eu le gombo sec qu'on appelle communément le djunglé chonou, qui était bien conditionné. Nous avons beaucoup de produits vivriers qui étaient véritablement bien conditionnés. Et les gens ont vraiment apprécié cela. Pour que l'agriculture continue de jouer son rôle de moteur de l'économie ivoirienne, le gouvernement a mis en œuvre le PENIA,
programme national d'investissement agricole d'un montant de plus de 2040 milliards de francs CFA. Ce plan accorde une large place à l'investissement privé. C'est pourquoi le SARA 2015 a prévu des panels de discussion sur les défis de la production et de la commercialisation agricole. Le séchage du cacao. Les gens cherchaient naturellement sur le bitume parce que pour eux c'est un espace libre. Mais il a fallu leur démontrer progressivement que le fait de sécher sur le bitume, ça a des inconvénients majeurs pour la qualité du cacao. Mais ça, ils l'ont compris. Quand eux-mêmes ils prennent une fève et qu'ils l'ouvrent, ils comparent et puis ils sentent l'odeur par rapport à une fève qui a été séchée sur des claies, ils voient la différence. Plus de 500 000 visiteurs sont attendus au SARA 2015. Parmi les 600 exposants, de nombreux pays étrangers comme le Maroc venus partager leur savoir-faire dont pourrait s'inspirer l'agriculture ivoirienne pour atteindre par exemple l'objectif de l'autosuffisance alimentaire dans quelques années. C'était le journal de la rédaction. Nous vous remercions pour votre fidélité. Retrouvez dans un instant une nouvelle édition de l'information sur Africa 24.